Oui, à l'époque, au début de 2022, quand Macron a dit « Eh bien, peut-être que la Russie a besoin de certaines garanties de sécurité », cela a été immédiatement rejeté comme une sorte d'apaisement. Donc, non, je suis d'accord avec cela. Mais aussi, je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur qui devrait observer un futur cessez-le-feu avec un accord politique, qu'il vaudrait mieux avoir plus d'implications de la Chine et du Sud global, parce que je ne peux pas imaginer un scénario où le cessez-le-feu est rompu et les Européens qui l'observent diraient alors « Oh oui, c'est le côté ukrainien qui l'a fait ». Ce serait très, vous savez, c'est une guerre par procuration. Ils sont partie prenante du conflit. Mais aussi, les Russes ont dit qu'ils ne se soucient pas vraiment de ce que les Européens pensent d'eux, mais qu'ils se soucient beaucoup de la Chine. C'est très important parce que nous ne sommes pas dans une négociation bilatérale. Les gens l'oublient complètement. Les gens pensent qu'il s'agit d'une négociation bilatérale entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est rien de tel. Nous sommes dans un monde complètement interconnecté, où cette guerre impacte le monde entier et où la Russie a des intérêts mondiaux. Les États-Unis ont des intérêts mondiaux. L'Europe a des intérêts mondiaux. Si vous trichez vulgairement sur un accord que vous avez fait au monde entier, par l'intermédiaire de l'ONU et spécifiquement du Conseil de sécurité de l'ONU, les conséquences sont tout à fait différentes de ce que vous auriez dans une situation bilatérale où un côté triche sur l'autre. Mais il n'y a pas de recours à des tiers. C'est l'idée, d'ailleurs, de la loi elle-même, que vous n'avez pas de vendetta et de match de vengeance entre deux parties. Vous multilatéralisez et vous le placez dans un contexte où des intérêts plus larges sont en jeu. C'est très très basique. C'est un concept très basique de la diplomatie. Les traités ne sont pas des documents bilatéraux s'ils sont correctement rédigés, et les violations flagrantes des traités qui sont convenus, systématiquement surveillés et bien conçus, imposent des coûts élevés aux contrevenants. Et donc l'idée qui est très souvent énoncée en Europe ces jours-ci, eh bien, nous pourrions nous mettre d'accord sur quelque chose, mais ensuite, Poutine trichera et continuera, est extraordinairement naïve. Et d'ailleurs, puisque tout dans le discours remonte à un exemple historique, et généralement à Munich à l'automne 1938, il convient de dire très explicitement que l'accord conclu entre Hitler et Chamberlain, lorsque Hitler l'a vulgairement violé peu après, a eu des répercussions massives contre l'Allemagne. Cela comprenait le réarmement massif et accéléré de la Grande-Bretagne, l'union d'une grande partie du monde contre Hitler, l'exposition des mensonges de Hitler, et a permis aux États-Unis de conclure de nombreux accords, même avant d'entrer en guerre en décembre. 1941, y compris en permettant à Churchill de tenir tête à ceux qui auraient compromis avec Hitler en mai 1940, en disant qu'on ne peut pas faire confiance à Hitler pour conclure un accord. Donc, même le cas le plus célèbre auquel les Européens se réfèrent, en disant que nous ne pouvons pas traiter avec l'autre camp, Munich 38, l'apaisement de Hitler. Les historiens sérieux savent que, tout d'abord, Hitler a estimé qu'il avait été dupé par cet accord, parce qu'il a révélé ses intentions. Cela a modifié son calendrier. Cela a affaibli sa position. Cela a conduit finalement à sa défaite. Ce n'est pas l'histoire que nous racontons maintenant. L'histoire racontée dans les tabloïds est de ne jamais négocier avec l'autre camp. Eh bien, je dirais deux choses. Premièrement, ce n'est pas Munich 1938. Il n'y a rien de l'histoire précédente. Il n'y a aucune situation contextuelle. Toute l'analogie est pathétiquement faible. Et nous avons fait cette fausse analogie à travers chaque guerre dans laquelle les États-Unis ont été impliqués depuis 50 ans, que ce soit en Irak ou ailleurs. Donc c'est faux.
Mais même si c'était une analogie sérieuse, c'est un événement historique complètement mal compris. Et donc je dirais simplement que ma conclusion est que les traités sont importants. Ils peuvent fonctionner, ils doivent être correctement rédigés, ils doivent être correctement surveillés, ils doivent être compris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour multilatéraliser une crise et non pour bilatéraliser une crise en cours.